Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Depuis août 2016, la censure des réseaux sociaux et de l'Internet devient récurrente au Mali lors des manifestations notamment. Ces restrictions constituent-elles une violation du droit à la liberté d'expression? Sont-elles justifiées avec les dérives qui sont souvent constatées sur les médias sociaux? Où se situent les responsabilités? Les réseaux sociaux sont-ils devenus aujourd'hui une menace à la gouvernance au Mali? Quels impacts sur les consommateurs? Faut-il y mettre fin? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et toutes ces questions seront abordées avec nos trois invités. Abdoulaye Guindo, président de la communauté des blogueurs du Mali. Baba Dakono, chercheur à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Abdou Hamman Haïdara, secrétaire général adjoint du réseau des défenseurs des droits humains du Mali. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Restriction des réseaux sociaux ces derniers jours au Mali. Quel est le constat de la communauté des blogueurs du pays, Abdoulaye Guindo? Bien, depuis le samedi, on a constaté un ralentissement dans le débit pour accéder aux réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et WhatsApp. On a voulu faire un communiqué pour dénoncer, mais vu que dans le cadre de notre média Bembéré, on est un peu associé à l'association de la presse en ligne, donc on a laissé l'initiative à Appel Mali, qui a sorti un communiqué hier que nous avons partagé, et ce communiqué reflète un peu notre vision de cette situation de censure. Que dit ce communiqué? Ce communiqué condamne cette censure parce que, certes, il est vrai qu'il y a des dérives sur les réseaux sociaux, mais tous ceux qui font les dérives ne sont pas seulement les utilisateurs. Il y a d'autres personnes qui utilisent les réseaux sociaux à bon escient. Donc c'est toutes ces personnes qui sont pénalisées par cette décision de censure. Donc on a carrément condamné, on a dit que c'était une violation des droits. Tout citoyen a droit à accéder aux réseaux sociaux, à accès à l'information, à la communication. Donc le fait de censurer les réseaux sociaux, pour nous, c'est une violation. S'il y a des dérives, les personnes responsables des dérives, on peut les traquer, les prendre, et soit bloquer leur compte, mais pas sanctionner tout le monde parce que certaines personnes sont responsables de dérives. Au Mali, la décision de perturber l'accès à Internet et aux réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Twitter ou Messenger pendant les jours de manifestation constitue une violation du droit à la liberté d'expression. C'est ce que dénonce Amnesty International. Est-ce que le réseau des défenseurs des droits humains du Mali partage cette interpellation? Absolument. Déjà, comme il a été précédemment évoqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès à Internet joue un grand rôle dans la liberté d'expression et d'opinion. Et le réseau des défenseurs des droits humains s'est aussi inscrit dans une dynamique de dénoncer cet état de fait, du fait que de par les événements aujourd'hui, les populations sont privées de leur accès à l'Internet. Donc évidemment, cela va de soi. Et le réseau est profondément préoccupé par la situation et nous pensons que ça va systématiquement violer ce qu'on a dit tout à l'heure, la liberté d'opinion et d'expression. Baba Dakono, quelle est votre analyse de cette situation, ces restrictions d'accès aux réseaux sociaux au Mali? N'est pas différente de ce qui a été dit par Guindo et Haïdara tout à l'heure. C'est une situation anormale. Mais le danger aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la première fois. C'est toutes les fois où il y a des manifestations à haut risque, on constate que les réseaux sont coupés. Et quand on voit dans certains pays cette habitude de le faire de façon ponctuelle est devenue après la normalité. Dans certains pays, il est impossible d'avoir accès, par exemple, à un réseau comme WhatsApp ou d'autres. Donc, c'est devenu presque normal. Donc, l'inquiétude aujourd'hui, c'est que si on ne prend pas garde, comme on l'a vu avec d'autres phénomènes dans le pays, cette situation exceptionnelle va devenir quasiment normale et on va obliger les gens à se faire avec. C'est d'autant plus grave que ça intervienne au-delà des aspects protection des droits humains, que ça intervienne dans cette période où justement on encourage les gens à limiter les contacts physiques, à limiter les mouvements. Donc le digital devient très important et les réseaux sociaux ne sont utilisés que par les activistes ou par ceux qui participent à ces manifestations. C'est aussi un endroit, c'est un rendez-vous commercial, c'est un rendez-vous professionnel. Donc le digital est devenu le rempart aujourd'hui
contre la mobilité physique qui est découragée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Donc c'est vraiment dommage qu'au regard de tout ça, on fasse une restriction du débit, pour reprendre les expressions techniques employées par Guido. Mais tout ça rappelle deux choses. La première chose, c'est la réglementation, la difficulté de réglementation aujourd'hui du secteur. Je pense que même ceux qui font cette restriction aujourd'hui sont conscients de la pluralité d'utilisateurs de ces réseaux-là. Mais il y a une réglementation qui ne permet pas aujourd'hui de faire cette distinction, de prendre en compte cette pluralité et de pouvoir jouer sur la garantie du respect d'abord de la liberté d'expression, mais également du droit à la dignité pour les autres personnes. Donc il y a vraiment des efforts à fournir en termes de réglementation. La seconde chose, c'est la question que tout le monde se pose, à savoir qui est à l'origine, parce que c'est vrai qu'on observe ce phénomène depuis très longtemps, mais il n'y a presque jamais eu de responsabilité assumée face à cette situation, qui rend beaucoup plus difficile le travail des défenseurs de droits humains, parce que je pense qu'il faut sortir de la dénonciation aujourd'hui pour demander une véritable enquête et que ce soit exigé que cette pratique s'arrête. Comme je le disais, si on ne prend pas garde, ça risque d'être une pratique à laquelle les gens vont commencer à s'habituer, parce que même la dernière fois, on disait aux gens d'installer des plateformes qui puissent te permettre de contourner cette restriction. Donc ça va s'ancrer dans les habitudes et pratiquement les gens vont trouver ça normal. D'accord. Depuis août 2016, la pratique devient récurrente. Est-ce que les blogueurs ont dénoncé, exigé que cette situation s'arrête, comme le demande Baba Dakoum? Bien sûr, on l'a exigé via une campagne notamment qu'on a menée l'année dernière avec un hashtag. Ensuite, lors de toutes les rencontres avec soit le ministre de la Communication, de l'économie numérique et les opérateurs, on profite toujours de l'occasion pour chercher à savoir qui est derrière ces censures. Mais comme Baba l'a dit, on n'est jamais arrivé à situer la responsabilité. Quand tu demandes au ministre de l'économie, il vous dit que c'est l'AMRTP qui est chargé de la régulation, c'est l'AMRTP qui peut savoir qui censure, qui ne censure pas. Quand tu demandes à l'AMRTP, ils te diront qu'ils ne savent pas qui censure. Les sociétés de téléphonie vous disent aussi qu'ils ne savent pas qui censure. Maintenant, on ne sait pas qui est responsable de cette censure. Donc, comme Baba l'a dit, la prochaine phase, selon moi, la prochaine mobilisation serait de situer les responsabilités. Dans certains pays, ils ont le courage de reconnaître qu'ils ont censuré. Même dans les pays africains, on a vu par exemple au Tchad où le gouvernement fait un communiqué pour dire, pour des raisons de sécurité nationale, nous avons décidé de censurer les réseaux sociaux. Donc on sait qui est responsable. Mais au Mali, il y a ce manque de courage politique pour assumer cette censure. On sait que c'est quelqu'un qui censure. Internet ne va pas de lui-même. Ou bien les réseaux sociaux ne se bloquent pas d'eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui censure. Il faut que cette personne, ou bien cette structure ait la responsabilité de reconnaître que quand il y a censure, c'est nous qu'il faut voir. Mais malheureusement, on n'a pas le responsable. Donc la prochaine mobilisation, selon moi, doit être de mettre la pression à ce qu'on sache qui censure et qui ne censure pas. Parce que comme Baba l'a dit, il va arriver un moment où ça deviendrait une habitude normale. Or, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour, comment on appelle, empêcher le gouvernement de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie sur les réseaux sociaux. Et on va y revenir. Voilà. Vous avez parlé de dénoncer les faits, de chercher à savoir qui est responsable de la situation. Mais avez-vous saisi la justice? Bon, à un moment donné, on avait consulté un avocat qui était prêt à nous défendre, mais il s'est trouvé qu'il fallait faire un rapport. Il fallait que des spécialistes fassent un rapport qui atteste qu'il y a eu censure. Or, pour faire ce rapport, il faut avoir accès aux serveurs de ces opérateurs de téléphonie. Donc, jamais les opérateurs n'allaient accepter qu'un expert scientifique atteste que de tel jour à tel jour, effectivement, même si on le voit devant la justice, il faut des preuves matérielles. La preuve matérielle, c'est l'expertise d'un expert en télécommunication qui prouve qu'effectivement de tel jour à tel jour, il y a eu restriction sur les réseaux sociaux. Mais pour avoir ce rapport, selon l'avocat, il faut accéder aux serveurs des opérateurs ou de l'AMRTP. Mais malheureusement, dans les pays où nous vivons, il est difficile d'avoir accès à ces serveurs. Donc la plainte est restée comme ça sans suite. Maintenant, peut-être avec la pression populaire, on peut au moins savoir qui est chargé de réduire le débit ou pas. Au-delà de la dénonciation et de l'interpellation, qu'est-ce que les défenseurs des droits humains font concrètement pour que cette situation change, M. Haïdara? Alors, au niveau de la communauté des défenseurs des droits de l'homme, comme ça a été dit tout à l'heure, et il y a un certain nombre de problèmes au niveau de la question de la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, si on essaye de faire une analyse comparée entre les différents textes, à savoir la Constitution de 92
et aussi des textes internationaux, en l'occurrence la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de textes qu'on a au Mali actuellement et qui contredisent systématiquement la protection de cette liberté d'expression et d'opinion à travers l'éthique. Et la loi concernant l'éthique au Mali aujourd'hui viole systématiquement ce droit à la liberté d'expression et d'opinion. Et cette loi donne juridiquement le pouvoir aux autorités de censurer, de couper les internets, mais aussi d'obliger les opérateurs économiques à mettre sur écoute les activités des internautes. Donc, ce qui viole systématiquement... Vous parlez de l'article 4 de la loi sur les télécommunications qui stipule que lorsque la sécurité publique ou la défense du territoire du Mali l'exige, le gouvernement peut, pour une durée limitée, réquisitionner tous les réseaux sociaux de télécommunications établis sur le territoire du Mali, ainsi que les équipements qui y sont connectés et ou interdire la fourniture de services de télécommunication. C'est de ça qu'il s'agit. Absolument, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que en la matière, la question de sécurité nationale devient une question peut-être assez subtile ou relative, parce que au niveau des autorités, on peut peut-être mettre cette question au devant pour abuser ou violer systématiquement les questions de liberté d'opinion et d'expression. Donc du coup, ça devient une question très relative dont la loi elle-même ne précise pas les contours, les conditions, quelles sont les conditions. Mais cette loi va au-delà de cet aspect-là, qui est que lorsque ces données, ces informations sont saisies, la loi ne garantit pas une protection en la matière, c'est-à-dire concernant la conservation et même après les enquêtes, voilà comment on va supprimer, on va le conserver. Donc du coup, ça peut exposer également au-delà de la liberté d'expression ce qu'on appelle la protection des données à caractère personnel. Mais si cette loi viole la liberté d'expression, comment a-t-elle pu être adoptée sans que les organisations de défense des droits de l'homme ne posent leur veto par rapport à cela? Si je peux utiliser ce terme. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme a donné son avis parce qu'à l'époque, comprenons que le réseau est composé de plusieurs organisations qui interviennent dans plusieurs domaines. Donc nous avons cette opportunité-là, à chaque fois qu'il y a ce genre d'occasion, d'intervenir et d'alerter. Mais comme Guindo l'a dit, souvent on fait semblant de ne pas entendre certaines revendications liées à la préservation. Qui fait semblant? Les autorités? Oui, les autorités et bien d'autres. Donc, on essaie vraiment de rester inerte par rapport à cette question de préservation des libertés fondamentales. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve devant les faits où il faut vraiment trouver des solutions idoines. M. Guindo a parlé de pression populaire. Si cette pression populaire devrait s'exprimer, faut-il s'attendre à ce genre de situation, désobéissance civile, par exemple, qu'on est en train de vivre au Mali? Déjà, il faut tirer tous les enseignements et toutes les leçons de la pratique de la désobéissance civile dans le pays qui est une première. Mais je crois que pour des demandes de moindre envergure, quand je mets côte à côte la demande d'avoir le droit à l'utilisation correcte d'Internet et le départ du président de la République, je pense qu'il y a une certaine forme de proportionnalité. Sous le contrôle de Guindo, je pense que pour cette demande, je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à la désobéissance civile. Et je crois que, en tout cas, ce qu'on sait de la pression d'un point de vue numérique, c'est qu'elle fonctionne. Et on a eu le temps de se rendre compte que toutes les fois où il y a eu une campagne sérieuse organisée sur les réseaux sociaux menée par les blogueurs ou par l'association des blogueurs, elle a quelque peu porté fruit. Elle a porté fruit parce qu'il y a eu en face une réaction du gouvernement. Mais je voudrais revenir à la question sous l'angle toujours du cadre légal. D'abord, vous avez parlé tout à l'heure, et Aïdara l'a rappelé, le fondement juridique de cette question. Mais même ce fondement juridique n'a pas amené le gouvernement à assumer la responsabilité de la restriction liée à Internet. Et encore une fois, je ne pense pas que les organisations de défense des droits humains aurait eu un impact sur ça parce que la question de la sécurité nationale, elle est un peu comme la question du secret défense. Elle couvre tout et son contraire. C'est un moyen qui est mis à la disposition des pouvoirs publics
pour pouvoir assurer la sécurité de tout le monde. Elle peut être justifiée parce qu'on ne va pas dire que toutes les fois où ça a été fait, elle est injustifiée. La question de la sécurité nationale, elle peut être injustifiée. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de rester dans le cadre légal. Aujourd'hui, Guino l'a rappelé, il est impossible de situer qui est responsable. On peut même penser que c'est quelqu'un qui fait du hacking informellement pour empêcher les gens d'avoir accès à ça. Et elle doit être aussi organisée. Et ce que j'ai dit aussi, elle est contournée. Je pense que ceux qui le font depuis 2016 doivent se poser la question de l'efficacité de cette mesure-là. Parce que quand on voit comment elle est contournée, on se demande si elle sert à quelque chose finalement. Parce qu'il faut dire que l'impact de cette question, c'est surtout en milieu urbain. Les mobilisations qu'on voit, parce qu'on peut supposer que Internet est coupé pour freiner la mobilisation dans le cadre de contestations qui s'organisent. Et en milieu urbain, pratiquement 90% des utilisateurs ont le moyen de contourner cette restriction-là. Donc c'est beaucoup plus ceux qui travaillent sur d'autres questions économiques, professionnelles, telles qu'on l'a rappelé là, qui sont pénalisés. Donc, c'est vraiment à la longue une mesure contre-productive qui nuit beaucoup plus et qui ne participe pas finalement à la sécurité nationale telle qu'autorisée par cette loi-là. Elle peut être justifiée, vous dites, mais ces derniers jours, par rapport à ce contexte-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est justifié quand on prend en compte l'article 4 de la loi sur les télécommunications? Alors, moi, je n'ai pas tous les moyens de mesurer les enjeux liés à la sécurité nationale. Je pourrais spéculer, mais c'est des personnes habilitées qui ont toutes les informations pour juger jusqu'à quel point la sécurité nationale est menacée. Donc c'est en fonction de cela que la décision peut être prise. Mais je crois que le plus important, ce n'est pas de savoir si la sécurité nationale est menacée ou pas. La question la plus importante, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision et qui en assume la responsabilité et toute la responsabilité. Ça me permet de parler peut-être d'une question qui est à la mode aujourd'hui, la question de l'état de droit. C'est-à-dire, dans un principe d'état de droit, c'est élémentaire que même les choses qui vont... Parce que la garantie ou le respect de l'état de droit, c'est quoi? C'est de reconnaître d'abord que les gens ont des droits, les gens ont des devoirs. Et que souvent, l'un des droits de l'État, c'est de pouvoir mettre un terme ou bien d'abréger les droits légalement consentis aux citoyens. Mais il n'a le droit de le faire que quand le cadre est défini dans le temps et dans l'espace. Donc, pour que tout cela puisse être mis en mouvement, il faudrait bien qu'il y ait un responsable et que ça soit situé. Donc, finalement, ce n'est pas tant la question de la sécurité nationale ou pas, mais c'est la question de qui est habilité à le faire et qui l'a fait. Alors, état de droit, sommes-nous dans une démocratie au Mali aujourd'hui quand on se prend en compte cette violation que vous dénoncez des droits, de la liberté à l'expression? Donc, je pense qu'ici, il y a un principe de la démocratie qui est violé. Mais avant de répondre à la question, je voudrais rebondir un peu à propos d'Aïdara sur la loi. Effectivement, lorsque nous on a rencontré le ministre à l'époque, Yaya Sangaré, on a clairement dit qu'on n'a pas été associé au vote de la loi. Bon, on ne vote pas les lois, mais au moins on n'a pas été consulté et qu'il y avait beaucoup d'insuffisances dans la loi qui ne prenaient pas en compte tous les aspects. On a même démontré, parce qu'on avait pu avoir l'analyse d'un expert étranger sur la loi au Mali, qui a montré beaucoup d'insuffisances. Comme Baba l'a dit, Internet relève du domaine international. Tu coupes Internet, les gens ont la possibilité de contourner. Et même avec le contournement, souvent ils arrivent à bloquer les VPN. Et il y a des VPN payants. Par exemple, moi, pour accéder au VPN, je paye. J'ai payé par exemple le samedi $10 pour accéder à un VPN. Donc carrément, il est impossible pour le gouvernement de m'empêcher de monter sur les réseaux sociaux. Et ça n'a pas empêché les gens... 5 000 francs CFA. Voilà, ça n'a pas empêché les gens de se mobiliser pendant toute la semaine. Même hier encore, des jeunes sont sortis pour barricader les routes, malgré que Internet ils ont les moyens de communiquer. Donc, censurer n'est pas efficace. Donc, pour revenir à votre question... Vous dites que vous n'avez pas été consulté, mais avez-vous fait des propositions quand... Oui, quand le ministre est venu, il a même proposé de faire un atelier pour voir si on pouvait revoir la loi et reprendre un peu certaines dispositions qui ne collaient pas un peu à la réalité d'Internet. Parce qu'une loi qui régit la presse traditionnelle est différente d'une loi qui régit Internet. Facebook n'est pas au Mali. Tu ne peux pas, par exemple, dire à quelqu'un de ne pas être sur Facebook. Moi, je peux quitter Facebook et créer un faux profil. Est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce que l'État a les moyens de dire à Facebook, par exemple, de faire tout pour que Baba Dakono ne soit plus sur les réseaux sociaux pendant 3-4 mois, même sur un faux profil? Est-ce qu'il va l'accepter? Voilà, donc c'est compliqué. Maintenant, par rapport à
la démocratie, vous savez, nos autorités parlent beaucoup de démocratie, mais en réalité, ce ne sont pas des démocrates. Parce que quand on est démocrate, comme Baba l'a dit, il faut souvent assumer. Au moins, il faut que quelqu'un sorte pour nous dire c'est nous qui avons décidé de censurer Internet. Et on assume toute la responsabilité. Et s'il y a une plainte, on sait vers qui remettre la plainte. Donc tout ça, ça rentre dans la démocratie. On peut empêcher quelqu'un de faire quelque chose, mais il faut lui dire. Même la façon dont on arrête les gens, ce n'est pas des arrestations faites, à la limite, c'est des enlèvements. On prend des gens pendant une semaine, on ne sait pas où ils sont. Et il a parlé d'écoute, par exemple. C'est illégal, selon nos informations. C'est illégal que la sécurité d'État même mette quelqu'un sous écoute sans une autorisation préalable d'un procureur. Mais ils le font en longueur de journée. Donc, c'est vrai, la démocratie est un idéal que chaque peuple essaie d'atteindre. Mais chez nous, il y a beaucoup, après 20 ans d'expérience démocratique, il y a encore beaucoup de lacunes. Et surtout nos autorités, chaque fois quand ils parlent, ils font référence à des États démocratiques. En France. Mais en France, on ne fait pas ça. En France, chaque année, l'État sort un communiqué pour dire, en accord avec Facebook, on a été obligé de supprimer, par exemple, 500 faux comptes Facebook. Et voici les raisons. Ça, c'est démocratique. D'accord. Vous dites que dans un pays dit démocratique, ce pays est dirigé par des personnes qui ne sont pas démocrates. Oui. Expliquez. Oui, mais parce que la démocratie consiste à poser des actes et à laisser les autres aussi poser des actes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, en réalité, l'article 4 que vous venez de citer, au fait, ne peut pas être appliqué dans cette situation. Pourquoi? Parce que quand vous regardez au fait les réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux au Mali ne mettent pas en danger au fait la sécurité de l'État. Les réseaux sociaux, au contraire, jouent le rôle de contre-pouvoir. Comme Baba l'a dit, avec les réseaux sociaux, on est arrivé à changer beaucoup de choses. Il ne se passe pas de jours où l'État ne revient pas sur des décisions à raison des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, les gênent plus. Donc, ils essaient d'envahir les gens sur le terrain de comment on appelle la question de la sécurité de l'État qui sera en danger. Au contraire, vous voyez, il n'y a pas 3 mois avant la fermeture des frontières, les blogueurs de l'Afrique ont eu une rencontre avec Facebook qui, dans son rapport, a dit paradoxalement, le Mali est le pays où il y a le moins d'abonnés par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Est. Il y a environ 2 millions de comptes Facebook, mais c'est le pays où les réseaux sociaux influent le plus sur les décisions des politiques. Donc si les réseaux sociaux sont bien utilisés, encadrés, avec les réseaux sociaux, on peut aller très loin au Mali. Donc au fait, les réseaux sociaux ne sont pas un danger sur la sécurité de l'État, mais c'est un moyen de contre-pouvoir, et c'est ce qu'ils ne veulent pas au fait. Ils ne veulent pas qu'il y ait de contre-pouvoir en face. Haïdara, êtes-vous d'accord avec Guindo par rapport à la question sommes-nous dans une démocratie? Elle estime que les autorités maliennes ne sont pas des démocrates. Bon, je dirais que c'est Guindo qui l'a dit, mais en ce qui me concerne... Le réseau des défenseurs des droits de l'homme ne partage pas cet avis. Bon, moi, je ne voudrais pas m'étaler sur cette question parce que j'estime que, et à la question, est-ce qu'on est dans un état de droit, dans un premier temps, nous voulons être dans un état de droit. Et on s'inscrit ou on s'est inscrit dans une dynamique de se donner les moyens et les outils, mais aussi les mécanismes qu'il faut. Mais dans l'état actuel des choses, dans la pratique, est-ce que cette réalité converge avec l'idéal, c'est-à-dire de l'état de droit? Donc là, on peut dire qu'il y a vraiment un écart entre l'idéal, mais ce qu'on se donne comme outils, instruments et mécanismes pour la mise en œuvre ou pour l'effectivité de cet état de droit, ça cause problème. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans un état de droit, vraiment, c'est les textes qui doivent avoir le maître mot des choses. Et on a parlé de la question de responsabilité tout à l'heure. Effectivement, dans certaines situations, il faudrait quand même que les responsabilités soient situées par rapport à certaines choses. Mais, à mon avis, à ce niveau, ce n'est pas ça, dans un premier temps, l'essentiel. Mais les outils, si on a des textes, on a des mécanismes, qu'on puisse être en mesure d'enclencher ces mécanismes-là
pour pouvoir situer les responsabilités. Parce que ce n'est pas aussi facile et pour quelqu'un de venir dire, bon voilà, c'est moi qui ai fait ça. Mais ce qui est important, surtout dans un état de droit, c'est que nous puissions avoir des outils, des mécanismes qui puissent nous permettre d'établir certaines vérités, c'est-à-dire situer les responsabilités. Aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas facile. Et ça remet en cause ou ça donne des questionnements par rapport à l'effectivité de l'état de droit aujourd'hui. Et concernant la question de réglementation qui a été soulevée une fois de plus par M. Baba, et au niveau de l'ONU, l'ONU a voté le 5 juillet 2012 une résolution établissant que chaque individu a le droit de se connecter et de s'exprimer librement sur Internet. Les droits dont disposent les citoyens hors ligne doivent être protégés en ligne, quel que soit le pays où le média est utilisé. Donc là, c'était pour la première fois au niveau de l'ONU qu'on reconnaît l'accès à Internet comme un droit. Aujourd'hui, il y a un débat de reconnaissance et si l'accès à Internet doit être un droit ou est considéré comme un droit. Il y a un débat autour de la question. Mais dans l'état actuel des choses, il y a beaucoup de gens qui pensent que si on met des restrictions par rapport à l'accès à Internet, ça entrave systématiquement la liberté d'expression et d'opinion. Donc du coup, l'Internet devient un outil systématiquement. Maintenant, dans cette résolution, c'était vraiment une opportunité pour les États, comme Guindo l'a dit, qui ont réellement une volonté à ce que l'Internet devienne accessible dans toutes les circonstances. Vous pensez que c'est une opportunité qui n'a pas été saisie au Mali. Baba Dakono, Guindo disait tout de suite que les réseaux sociaux gênent les autorités maliennes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont considérés comme une menace pour la gouvernance au Mali ? De mon point de vue, non. Parce que ces réseaux sociaux ou l'activisme sur les réseaux sociaux gêne, mais permet aussi de prendre en compte une dimension importante qui était occultée dans le système démocratique tel que pratiqué dans le pays. Il y avait très peu d'interaction entre les citoyens et les pouvoirs publics. À la limite, il y a des mécanismes traditionnels qui existent. Bon, on parle par exemple de l'Assemblée nationale qui n'a pas véritablement joué ce rôle, ou dans l'effectivité. Guindo a rappelé tout à l'heure qu'ils n'ont pas été consultés, alors que la loi, avant d'être adoptée par l'Assemblée nationale, organise souvent des écoutes. Donc on se demande finalement qui est-ce qui ont été écoutés avant l'adoption de cette loi-là. Ensuite, on a pensé quelque chose qui n'existe pas ailleurs, qui est l'espace d'interpellation démocratique qui est organisé tous les mois de décembre dans le pays, qui était également un espace au cours duquel les citoyens pouvaient interpeller les pouvoirs publics. Mais bon, c'est devenu beaucoup plus un lieu d'accusation et de justification qui n'a pas produit. Donc, les réseaux sociaux sont arrivés, ont permis de rétablir le courant entre ces deux acteurs. Mais malheureusement, au lieu de le prendre comme justement un espace d'interpellation, les pouvoirs publics ont le sentiment que c'est devenu un espace peut-être d'accusation, c'est devenu un espace de procès populaire. Donc c'est peut-être ce qu'il faut éviter, se replacer dans un contexte c'est un espace d'interpellation, un espace qui est indispensable aujourd'hui à l'amélioration du service qui est produit par les pouvoirs publics. Mais je voudrais revenir sur deux points qui ont été soulevés par Haïdara tout à l'heure. Le premier point, c'est le dernier point qu'il a évoqué, notamment le droit à Internet. Je crois que le problème fondamental, ce n'est pas le droit à Internet. C'est reconnu, c'est garanti, c'est fait partout. C'est beaucoup plus dans comment on gère aujourd'hui le numérique. Je crois que quand on voit la plupart des États, surtout les États qui se disent démocratiques, c'est la gestion de l'espace numérique qui est nouveau et qui ne peut répondre à la réglementation classique qu'on observe. Par exemple, pour la presse écrite, on a une réglementation qui est faite. Par exemple, même en France, vous voyez, la réglementation de la presse audiovisuelle est différente de la réglementation qu'on fait de la presse écrite. Parce que, bon, pour la presse écrite, il y a le droit de réponse, il y a beaucoup de choses. Pour l'audiovisuel, on tend beaucoup plus sur d'autres mécanismes. Et on n'avait pas fini ce débat, qui est souvent une question d'école sur la réglementation, que les médias sociaux sont arrivés. Et qui n'obéissent à aucune, ou qui ne répondent à aucune des règles qui existaient auparavant. Donc c'est une énorme difficulté aujourd'hui pour même les
États démocratiques pour trouver l'équilibre entre la garantie de l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion et le respect de l'état de droit, de la sécurité nationale, de la dignité humaine, parce qu'il ne faut pas penser que les réseaux sociaux portent atteinte seulement aux gouvernants. Les réseaux sociaux portent atteinte aussi aux personnes physiques, à la dignité des personnes physiques. Je crois qu'on a tous fait au moins une fois l'expérience où quelqu'un nous a choqués, ou quelqu'un, dans sa publication ou dans son rapport avec les autres sur le réseau. Surtout pendant la crise où on voit les dérives, certaines images, certaines publications. Qui méritent d'être corrigées. Mais comment maintenant, la difficulté pour ces États-là, c'est comment, tout en garantissant la liberté d'accès à Internet, mais comment faire en sorte que l'usage et l'utilisation ne portent pas atteinte d'abord aux libertés individuelles, puis aux libertés publiques et à la sécurité nationale, qui est le dernier point avec lequel on a commencé le débat. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Et le second point, c'est celui de la responsabilité. Il ne s'agit pas de situer la responsabilité, mais il s'agit d'assumer en premier la responsabilité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et surtout quand on est dans un pays où Internet, où l'utilisation des réseaux sociaux est nouveau, aujourd'hui, quand on fait la lecture des différentes publications ou commentaires, on se rend compte que les gens ont besoin de savoir qui est derrière ça. Et on s'en prend à la cible la plus facile. Aujourd'hui, les gens sont tentés de dire que c'est l'un des opérateurs ou les opérateurs de téléphonie mobile. Et dans un contexte où on est aujourd'hui, où justement les gens ont besoin de régler des comptes, ça expose davantage ces compagnies de téléphonie à la vindicte populaire. Donc, pour moi... Mais vu qu'elles ne s'expriment pas, ces compagnies, ne sont-elles pas également responsables d'un certain côté? Ces compagnies, on ne peut pas, de toutes les façons, ce sont ces compagnies qui fournissent Internet. Donc, quand il y a une limitation du débit par rapport à Internet, ces compagnies, quel que soit celui qui a pris la décision, elle est obligée de passer, ou il est obligé de passer par ces compagnies. Mais comme je le dis, ces compagnies sont d'abord commerciales, ces compagnies s'inscrivent dans un cadre légal, ces compagnies sont là parce que l'État l'a voulu et c'est l'État qui garantit la présence de ces compagnies-là. Donc, si même les blogueurs ne peuvent faire face de façon frontale à l'État, il serait préjudiciable de penser que ces compagnies-là pourraient le faire. Donc c'est pourquoi j'ai dit il est important non pas de situer la responsabilité, mais d'assumer la responsabilité, puisque la loi donne cette latitude-là. Et de le communiquer, et dans la mesure où, et là on revient au débat d'état de droit, c'est que cette restriction, même si elle est reconnue et garantie par la loi, elle doit être limitée dans l'espace et le temps. C'est-à-dire, c'est où ça va concerner, quelle période ça va concerner. Donc c'est important de le faire pour ne pas exposer d'autres personnes qui n'ont pas la même force que l'État aujourd'hui. Au-delà même des compagnies de téléphonie, encore une fois, on est dans un contexte aujourd'hui vraiment de confusion. D'autres personnes physiques peuvent être ciblées comme étant à l'origine de ces restrictions-là. Et ça expose ces personnes-là. Donc c'est pourquoi, pour moi, oui, situer les responsabilités, ça va venir après. Et je suis parfaitement d'accord avec Aïdara. Mais le plus important, c'est d'assumer d'abord la responsabilité pour ne pas exposer d'autres personnes ou institutions. Crise sociopolitique, mais également crise sanitaire. Dans ce contexte marqué notamment par le coronavirus, avec le télétravail, quel est l'impact de ces restrictions sur les consommateurs? Mais on l'a dit à l'entame de cette émission, c'est-à-dire on a l'impression que quand le gouvernement décide, je ne sais pas si c'est le gouvernement, quand on décide de couper Internet, on n'assume pas les conséquences derrière. Par exemple, nous, on a des difficultés aujourd'hui à travailler sur notre plateforme Bembere parce que Internet ne fonctionne pas, parce qu'on a des engagements avec des partenaires. Aujourd'hui, beaucoup de structures au Mali sont en télétravail. Je me rappelle du cas de 2015, il a fallu que l'Union européenne fasse un communiqué pour dire qu'elle constate qu'il y a des difficultés à accéder à Internet. Or, Internet, ce n'est pas seulement les utilisateurs de réseaux sociaux. Il y a toutes ces organisations qui, via Internet, travaillent. Donc peut-être que ce communiqué a permis de décanter la situation dans les heures qui suivent. Donc comme tu l'as dit, aujourd'hui, tout le monde est en télétravail. Les gens ont eu des difficultés. Du samedi à aujourd'hui, nous, on a dû reporter plusieurs réunions qu'on faisait depuis plus d'1 mois par Internet. Et combien de structures ont été obligées de... Même les banques aujourd'hui, souvent, tu arrives, ils se plaignent du fait que le réseau est lent, ils n'arrivent pas à satisfaire. Donc l'État ne tient pas compte de tout ça. L'État doit tenir compte de tout ça. Et pour terminer, je reviens à la question de la démocratie. Vous savez, vous pouvez checker les profils Facebook au Mali. Les profils Facebook qui dénoncent les tares du gouvernement sont à 99% des vrais profils, c'est des personnes identifiables. Mais par contre, les profils qui sont au service
du gouvernement, qui font de la propagande pour le gouvernement, qui à la limite même violent la liberté d'expression, sont à 90% en faveur du gouvernement. Mais ils ne parlent pas de ça. En êtes-vous sûr? Selon Bien quel sûr. rapport? Selon quelle étude? Les faux profils, voilà, les faux profils. Ça, je veux dire, aujourd'hui, ceux qui gênent le gouvernement, ceux qui dénoncent l'État et de la gestion, à 90% sont des comptes identifiables. C'est des personnes qu'on peut connaître, on sait c'est qui. Mais par contre, tous les faux comptes qui ne répondent pas aux normes, qui doivent être au contraire supprimés, sont des faux comptes qui sont en faveur du régime en place. Ça, ils ne le disent pas. Nous, on a quiconque. Est-ce que ça veut dire que c'est le régime qui a mis en place ce dispositif? Mais bien sûr, parce qu'ils sont au service du régime. Avez-vous la preuve, Guindo? Mais non, mais on n'a pas besoin de preuves matérielles. Mais quand une page Facebook fait de la propagande pour Studio Tamani, est-ce qu'on a besoin d'avoir une preuve? La propagande est une preuve. Ça ne se fasse. Il ne faudrait pas que cela se fasse. Voilà, non, c'est une façon de parler. Quand, par exemple, tu vois une page qui, par exemple, à la limite, insulte, dénigre, même tant de faire circuler des vidéos de ces leaders du M5, par exemple, c'est un exemple que je prends, des vidéos pour des scènes pornographiques, par exemple. Même si l'État n'est pas derrière, en tout cas, il y a quelqu'un de l'État qui met quelqu'un en service pour faire ça. Même si, ça veut dire qu'il y a toujours le doute. Alors, M. Haïdara, aux yeux de la loi, est-ce que ces preuves qui sont évoquées par Guindo suffisent pour dire que c'est l'État, les autorités qui sont derrière ces faux profils? Je dirais techniquement ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui on va toujours revenir sur la question de la réglementation et concernant les actes qui se passent sur Internet, il y a vraiment une carence des textes pour pouvoir cerner les contours, préciser, définir un certain nombre de choses. Donc, tant qu'on est dans un cadre juridique pareil, ça va être extrêmement difficile, souvent même, d'établir les questions de preuve. Et déjà, je dis que la question de la réglementation s'impose, en tout cas à tous les éléments qui ont été étalés depuis le début. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il est important de définir d'abord le statut juridique de la question de l'accès à l'Internet en lien avec les questions de liberté d'expression, etc. Aujourd'hui, on a un véritable problème par rapport à ça. Donc, tant que cette question n'est pas juridiquement réglée, puisqu'on est logiquement ou idéalement, on se dit qu'on est dans un état de droit, ça va être très difficile qu'on puisse avoir une gestion efficace et dans le strict respect des libertés fondamentales. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième, et comme M. Dakono l'a dit tout à l'heure, c'est que, c'est vrai, l'État est là, sinon les autorités aussi sont là, et qui sont d'ailleurs débitrices de l'effectivité de certains droits fondamentaux. Mais au-delà, les citoyens qui utilisent, les populations qui utilisent Internet aussi, ont aussi une part de responsabilité que la loi doit encadrer, mais à travers un certain nombre d'outils et l'utilisation de l'Internet aussi puisse être cadrée de manière à ce que le citoyen lambda, dans son utilisation, puisse préserver également le droit de l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le dernier paragraphe que j'ai lu concernant la résolution de l'ONU. Donc du coup, ça fait que la responsabilité, c'est à double flèche, tant au niveau de l'État, mais au niveau des populations. Donc, comme je l'ai dit, l'État est débiteur, c'est-à-dire des droits, au niveau de la liberté d'expression, même de l'accès à l'Internet, que ce soit un droit ou un outil, ça c'est de la responsabilité de l'État, y compris l'utilisation proportionnelle, les censures, etc. Mais au-delà aussi, au niveau de la population, il faudrait que la réglementation soit plus pointue, aille vraiment en profondeur pour que l'utilisation au niveau des populations puisse aussi cadrer le respect des libertés fondamentales. Alors, restrictions et également dérives sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Baba Dakono, quelles doivent être les limites de l'État et du citoyen lambda par rapport à l'accès aux réseaux sociaux? Quelles doivent être les limites? Je n'ai pas bien compris. Aujourd'hui, est-ce que les autorités peuvent, quand elles le veulent, prendre des décisions pour limiter l'accès aux réseaux sociaux? Est-ce que le citoyen également a le droit de publier tout ce qu'il veut? Donc, quelles doivent être les limites des autorités et les limites du citoyen lambda?
Mais je crois que les limites pour l'État ont été définies. Vous avez rappelé l'article 4 de la loi tout à l'heure, et puis il y a d'autres textes. Mais il faut savoir que l'État ou ceux qui sont en charge, les pouvoirs publics de façon générale, ont des informations que vous et moi, très souvent, nous n'avons pas. Et la première de cette information leur permet d'apprécier l'opportunité ou pas de faire telle ou telle chose. Mais encore une fois, on insiste là-dessus, ça n'aura d'effet constructif que si c'est appliqué dans le cadre strict de la loi. Et c'est ce qu'on... Prêtez-moi ou permettez-moi l'expression, c'est qu'on a l'impression que ceux qui le font, et si c'est les pouvoirs publics, ils sont en train d'agir en dehors de la loi. Donc, quand l'État lui-même ou les pouvoirs publics eux-mêmes agissent en dehors de la loi, ça devient très compliqué. Maintenant, pour les citoyens, et c'est important, on ne saurait finir ce débat sans en parler, aujourd'hui, il y a un mélange de genres qui entraîne une confusion totale. Aujourd'hui, on a journalistes, on a web activistes, on a activistes, on a toutes sortes de choses. Et autant on peut réglementer la question des journalistes qui obéissent à une déontologie, à une éthique et à une formation professionnelle, autant la question des activistes, elle devient vraiment problématique. Et je pense qu'au même titre qu'on doit organiser les états généraux sur la corruption, sur la justice, on doit aussi aujourd'hui organiser les états généraux sur le numérique et trouver une place véritable à ces nouveaux acteurs qui aujourd'hui ont une influence et qui jouissent de cette influence-là. Vous savez, même vous, les journalistes, souvent, vous avez besoin de vendre vos articles à travers le sensationnel. Imaginez les activistes aussi qui, eux, ils n'ont même pas... Parce que autant on peut demander à un journaliste d'être neutre ou d'être impartial, mais on ne peut pas demander à un activiste parce que sa vocation même, c'est de prendre parti, c'est de militer. Donc comment on peut encadrer ce militantisme-là pour éviter les excès? Donc à votre question, la réponse à votre question, les limites, c'est amener l'État à le devoir de fixer les limites. Et les citoyens, bon, il y a ceux qui peuvent faire l'autocensure pour éviter les excès, mais il faut que l'État également trouve les moyens de contrôler ces excès-là. Les excès qui choquent, les excès qui fâchent, les excès qui amènent beaucoup d'autres choses. Il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. Aujourd'hui, les manifestations ne sont pas totalement terminées. Des séances de prière sont annoncées par le M5 ce vendredi dans les différents lieux de culte. Faut-il s'attendre à d'autres violations de la liberté d'expression, M. Guindo? Bien sûr, parce que d'abord, je salue le M5 qui voulait initialement faire la séance de prière au boulevard de l'Indépendance, mais qui a décidé de le faire dans la mosquée, parce qu'au boulevard de l'Indépendance allait occasionner un rassemblement humain qui allait peut-être mal se terminer. Donc vous pensez que dans les lieux de culte, la situation va se calmer? Là-bas, il est plus facile de contrôler les gens que de les mettre ensemble, parce qu'après la prière, en rentrant à la maison, ils peuvent se donner à des actes de vandalisme. Et ça allait nous exposer encore à des censures. Pour terminer, je termine par répondre à la dernière question posée à Baba. Rapidement. En fait, on a toujours dit au gouvernement, Internet est une opportunité. Maintenant, il y a la loi. L'État doit aussi donner les moyens d'éduquer, de sensibiliser et même de disséminer la loi sur la gestion d'Internet. Ça permet à certaines personnes de savoir que ce qu'ils font, parce que certains, c'est par ignorance, mais quand ils sont informés de la loi et sensibilisés, ils vont arrêter. On peut réduire de 20% les dérives et les autres pourcents, on peut le faire avec l'autocensure. S'il y a une dérive qui passe et que les autres utilisateurs viennent en père éducateur, comme ça se fait un moment dans la presse où les journalistes sont des régulateurs, ça peut un peu régler le problème. Monsieur Haïdara, face à toutes ces situations, que faut-il faire aujourd'hui pour que ces restrictions ne violent pas la liberté d'expression? Alors, je pense que pour aller dans la même dynamique de ce qui a été dit tout à l'heure des deux côtés, d'abord, il faut une véritable proportionnalité dans la prise de décision, mais aussi dans les actes de part et d'autre. Et c'est ce principe d'ailleurs qui figure dans notre déclaration qui est déjà publiée. Et ça va vraiment éviter à ce que nous puissions violer systématiquement de part et d'autre les libertés fondamentales, que ce soit du côté des autorités. Pensez-vous que les acteurs doivent être mieux consultés dorénavant? Mieux consultés, mais dans les actes, vraiment que chaque partie puisse tabler sur le principe de la proportionnalité. D'accord. M. Baba Dakono, face à cette crise sociopolitique aujourd'hui, sommes-nous vers une accalmie selon vous?
Mais tout l'indique. Je pense que les appels au calme commencent à être entendus, mais le véritable problème là, c'est encore une fois les réseaux sociaux. Et il y a des mouvements spontanés qui n'ont pas de leader, qui n'obéissent à aucune consigne. Donc c'est encore une fois la question des réseaux sociaux. Et ça, on ne peut pas le gérer. Mais la situation globale à travers les leaders qu'on connaît, il y a une forme d'accalmie, mais le tout n'est pas d'obtenir cette accalmie là, mais de l'entretenir et de faire en sorte qu'on puisse construire les solutions sur ça. Merci à nos invités. Baba Dakono, chercheur à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Abdou Haman Haïdara, secrétaire général adjoint du réseau des défenseurs des droits humains du Mali. Abdoulaye Guindo, président de la communauté des blogueurs du Mali. À la régie, vidéo et audio, Peting Diara et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.